J'ai jeté les lourdes clés maîtresses en acier sur la table à manger en chêne de mon père, d'une valeur de 10 000 $. Le fracas métallique a brisé les assiettes en porcelaine coûteuse, et a instantanément effacé le sourire suffisant et pseudo-thérapeutique de mon frère, de son visage parfaitement soigné. Il m'avait promis l'empire que j'avais saigné à bâtir pendant 15 longues années. Mais, lors de ce pitoyable dîner du dimanche, entouré par l'odeur d'un rôti de bœuf coûteux et d'une hypocrisie suffocante, j'ai découvert que l'enfant gâté et inutile, assis en face de moi, venait de recevoir 90% de tout cela. Et le pire, c'est qu'il n'aurait jamais eu l'intention de me le dire. J'ai regardé les deux personnes qui m'avaient élevé, puis le frère qui était sur le point de s'aborder leur héritage, et j'ai ri. Un rire froid, vide, qui semblait aspirer tout l'air de la pièce. Qu'il s'en charge, ai-je dit, laissant tomber les clés et tournant le dos à la seule vie que j'avais jamais connue. Si vous avez déjà donné votre âme à une famille toxique qui ne vous voyait que comme un outil jetable, vous connaissez le genre exact de rage aveuglante qui me brûlait la poitrine. Vous savez ce que ça fait de voir votre loyauté transformée en arme contre vous. Mais ce que j'ai fait ensuite ne consistait pas seulement à quitter l'entreprise familiale. Il s'agissait de démolir le château, brique par brique, pour leur montrer qui détenait réellement les fondations. Je m'appelle Vaughn. J'ai 32 ans, et jusqu'à ce dimanche, j'étais le fantôme invisible qui maintenait en vie Thatcher Fleet Logistique. La logistique de flotte lourde n'est pas une industrie glamour. C'est un monde brutal, impitoyable, bâti sur l'odeur du diesel brûlé, le rugissement assourdissant des semi-remorques à 18 roues, la pluie verglaçante sur l'asphalte, et une quantité incroyable de stress quotidien. C'est une industrie où un seul conteneur de fret retardé dans un port maritime peut coûter des millions de dollars à un client d'entreprise majeure. Pendant 15 ans, à partir de l'époque où je n'étais qu'un jeune de 17 ans, c'est moi qui m'assurais que ces conteneurs traversent le pays. Alors que d'autres adolescents de mon âge allaient au bal de promo, jouaient à des jeux vidéo ou postulaient à des universités d'art libéraux confortables, je me tenais, les chevilles dans la boue glaciale, dans les gares de triage du New Jersey. Apprenant à rediriger un convoi retardé au milieu de la nuit. Mon père, Thatcher, a bâti l'entreprise à partir d'un seul camion d'occasion, il y a des décennies. Mais c'est moi qui ai traîné son exploitation dépassée et têtue dans l'ère moderne. Malgré mes contributions massives, je n'avais que le simple titre de responsable des opérations, pas de directeur général des opérations. Pas de vice-président, juste un responsable. Mon père me disait toujours que les titres n'avaient pas d'importance quand votre nom de famille était sur le bâtiment. Il m'a promis, me regardant droit dans les yeux, encore et encore, qu'un jour, quand j'aurais 32 ans, les clés du royaume seraient officiellement miennes. J'ai tout sacrifié pour cette promesse. Je travaille de 80 à 100 heures par semaine, sans me plaindre. Je souffre d'un grave ulcère d'estomac chronique qui me force à prendre des antiacides comme des bonbons, juste pour passer une réunion matinale stressante. Mon téléphone sonne à 3 heures du matin, et je réponds à chaque fois. Permettez-moi de brosser un tableau très clair d'un mardi typique dans ma vie. Il y a un mois, un camion frigorifique transportant des fournitures pharmaceutiques vitales a basculé sur l'Interstate 95, à 4 heures du matin, pendant une énorme tempête de neige aveuglante. Je me suis réveillé immédiatement, j'ai attrapé mes lourdes bottes de travail et j'ai foncé dans le blizzard. J'ai essayé d'appeler mon père 3 fois pour qu'il autorise des fonds de remorquage d'urgence et des protocoles pour matières dangereuses. Il m'a renvoyé sur la messagerie vocale à chaque fois. Je suis resté sur le bord de cette autoroute gelée et balayée par le vent, pendant 6 heures d'affilée, négociant avec des policiers d'État en colère, coordonnant une équipe spécialisée de nettoyage de matières dangereuses. Et sécurisant un camion frigorifique de secours pour sauver la cargaison de la détérioration. Mes mains étaient tellement engourdies par le froid que je pouvais à peine tenir mon téléphone à mon oreille. Quand je suis finalement rentré au bureau principal, à midi, couvert de sel de voirie, de neige fondue glaciale et de graisse, j'ai vérifié mon téléphone personnel. Il y avait une nouvelle notification de notre discussion de groupe familial. Ma mère, Daphné, avait envoyé 10 photos lumineuses, en haute résolution, de mon frère aîné, Corbin. Corbin a 35 ans. Il passait toute la semaine à faire du snowboard à Aspen, dans un complexe de luxe. Le message de ma mère disait « Regardez notre beau garçon conquérir les pistes. Il a subi tellement de pression dernièrement. Il a vraiment besoin de cette pause pour sa santé mentale. » Mon père a répondu immédiatement avec 3 émojis d'applaudissements, et un message disant à quel point il était fier. Pas un seul message me demandant si j'allais bien.
Pas un seul message me demandant si notre chauffeur avait survécu à l'accident sur l'autoroute. Juste une adoration pure et nauséabonde pour un homme adulte qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Est-il insensé de continuer à espérer qu'un jour, les personnes qui vous ont mis au monde verront réellement votre valeur? Il y a un musée sombre et terrible de la douleur dans ma tête. Une collection de souvenirs que j'essaie d'ignorer agressivement, juste pour passer la journée de travail. Mais quand je repense à mon temps chez Thatcher Fleet Logistics, 3 cicatrices spécifiques se distinguent des autres. 3 moments distincts qui auraient dû me prouver à quel point je comptais peu pour eux, bien avant la trahison ultime. La première cicatrice est apparue quand j'avais exactement 22 ans. Mon meilleur ami du lycée, un gars qui m'avait toujours dit que je travaillais beaucoup trop dur pour des gens qui ne m'appréciaient pas, est décédé subitement dans un horrible accident de moto. Cela a complètement brisé mon monde. Les funérailles étaient prévues pour un mardi après-midi pluvieux. J'avais mon seul costume noir, je me tenais près de la porte d'entrée de mon appartement bon marché, prêt à partir pour lui dire au revoir. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Une énorme cargaison d'une valeur de 2 millions de dollars était bloquée à la frontière canadienne, à cause d'un complexe désaccord douanier. Le responsable de la frontière paniquait, menaçant de saisir la cargaison. J'ai dit à mon père, la voix brisée, que je partais pour l'enterrement. Thatcher a roulé jusqu'au dépôt de fret juste pour m'intercepter avant que je ne puisse atteindre ma voiture. Il a posé sa main lourde et calleuse sur mon épaule, me regardant avec ses yeux intenses et exigeants qui me faisaient toujours me sentir petit. « Vaughn » a-t-il dit, sa voix basse et sérieuse. « Je sais que tu souffres en ce moment. Je sais que tu veux être là, mais cette entreprise nourrit notre famille. Tu es mon pilier, Vaughn. Je ne peux faire confiance à personne d'autre pour régler ce désordre. Fais ça pour moi. Gère cette crise, et je te jure, je te le rendrai. Cette entreprise sera à toi. » J'ai sottement ravalé mon chagrin. J'ai enlevé ma veste de costume noir, je l'ai accrochée au dossier de ma chaise et me suis assis à mon bureau. J'ai passé les 10 heures suivantes à crier au téléphone sur des agents des douanes canadiennes, tandis que mon meilleur ami était descendu dans la terre gelée. Quand j'ai finalement dédouané l'expédition, tard cette nuit-là, Thatcher est passé devant mon bureau, m'a donné une brève tape dans le dos, sans émotion, et est rentré chez lui dormir. C'était tout. C'était ma grande compensation pour avoir manqué le plus important au revoir de ma vie. La deuxième cicatrice est la plus profonde, et ironiquement, elle est finalement devenue ma plus grande arme. Quand j'avais 25 ans, j'ai réalisé que notre entreprise de logistique perdait de l'argent parce que nous continuions à expédier des centaines de camions en utilisant des tableaux blancs désordonnés, des pense-bêtes et des registres papier. J'ai passé 3 mois à rechercher et à rédiger une proposition complète, très technique, pour un système numérique de routage logistique. Je l'ai appelé VGrid. Je suis allé fièrement au bureau d'angle de mon père, lui ai remis le épais dossier et lui ai demandé 50 000 $ pour embaucher une petite équipe de développeurs de logiciels afin de le construire. Il n'a même pas lu au-delà de la première page. Il a pris le lourd classeur et l'a laissé tomber directement dans sa poubelle métallique. Arrête de dessiner et de rêver à des ordinateurs sophistiqués, Vaughn, m'a-t-il aboyé, élevant délibérément la voix devant 3 autres employés pour me gêner. C'est une entreprise de col bleu. Prends ce foutu téléphone et appelle les chauffeurs. Nous faisons du travail manuel ici. Nous ne jouons pas aux jeux vidéo. L'humiliation publique a brûlé comme un feu, mais j'ai refusé de la laisser passer. J'ai acheté une pile de gros livres de programmation. Pendant 2 années entières, après avoir travaillé des quarts de 14 heures brutaux sur les quais boueux, je rentrais à mon appartement, buvais des pots de café noir bon marché et j'ai appris à écrire du code par moi-même. J'ai construit l'intégralité du système logiciel VGrid, entièrement seul. Cela a presque détruit ma santé physique, mais je l'ai fait. La troisième cicatrice est apparue quand j'avais 28 ans. Après 6 mois épuisants de négociations intenses, j'ai, à moi seul, décroché un contrat de logistique de 50 millions de $ avec Apex Corporation. C'était la plus grande affaire de l'histoire de Thatcher Fleet. Elle garantissait la sécurité financière de l'entreprise pour la décennie suivante. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents ce soir-là, épuisé, mais incroyablement fier. Je voulais désespérément voir le regard de fierté dans les yeux de mon père. Je voulais entendre ma mère dire que j'avais enfin fait quelque chose de grand. Lorsque je suis entré dans la vaste allée de leur immense manoir de banlieue, j'ai vu une toute nouvelle Porsche argentée et brillante garée près du garage. Ma mère se tenait là, battant des mains de joie,
tandis que Corbin était assis au volant, faisant vrombir le puissant moteur. Corbin venait de rentrer chez lui après l'échec lamentable de sa dernière idée de start-up technologique et après que sa petite amie l'ait plaqué. « Vaughn, regarde !» a pratiquement piaillé ma mère en me voyant approcher. « Nous avons acheté ça pour remonter le moral de ton frère. Il a subi tellement d'énergie toxique à gérer dernièrement. Il avait vraiment besoin d'une victoire. Une voiture de sport de luxe à 150 000 $ pour avoir complètement échoué dans la vie. » Je suis entré dans la maison, me sentant mal au ventre. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir, buvant un whisky coûteux. Je lui ai dit que j'avais conclu l'accord Apex, l'affaire de 50 millions de $ qui avait sauvé son entreprise. Il a hoché la tête lentement, m'a tendu une bouteille de bière locale bon marché, et a dit « Bon travail, gamin. Fais en sorte que les camions roulent. » C'était la dynamique inébranlable de notre famille. Je gagnais les millions. Corbin les dépensait. Je saignais. Corbin se reposait. Et je gardais ma bouche complètement fermée, attendant le jour où je monterais enfin sur le trône. Combien d'humiliations une personne pouvait-elle supporter avant de finalement craquer? Les choses sont passées de mauvaises à absolument insupportables, il y a exactement 6 mois, lorsque Corbin a décidé qu'il en avait complètement assez de se trouver en Europe, et est rentré chez lui définitivement. Il avait 35 ans, était complètement fauché et plein de ces mots à la mode d'entreprise vide qu'il avait lus sur Internet. Il avait passé toute sa vingtaine à essayer d'être DJ dans un club à Miami, puis coach de vie spirituelle en Californie, et enfin entrepreneur en technologie. Chacune de ces entreprises ridicules a échoué de manière spectaculaire, et à chaque fois, il a été discrètement renfloué par le carnet de chèques de mon père. Mais quand il est revenu chez Thatcher Fleet Logistics, mon père ne l'a pas mis dans la salle d'expédition pour apprendre les ficelles du métier. Il ne l'a pas fait se tenir dans la boue glaciale des quais de chargement pour comprendre ce que ressentaient nos chauffeurs. Non, Thatcher a immédiatement créé un tout nouveau titre de cadre, complètement dénué de sens, juste pour lui, directeur de la stratégie d'entreprise. L'idée absolue de stratégie de Corbin était exaspérante à observer. Il se promenait dans le bureau de logistique industrielle sale à 11 h du matin, vêtu de costumes italiens sur mesure et de mocassins de créateur. Portant un latte matcha glacé à 6 $, il avait l'air complètement absurde et totalement déplacé, marchant devant des camionneurs fatigués et surmenés, couverts d'huile moteur et de sueur. Il a immédiatement commencé à utiliser un langage pseudo-thérapeutique bon marché pour justifier son extrême paresse. Il postait des photos sur ses comptes de réseaux sociaux de lui-même, assis dans son bureau impeccable et récemment rénové, fumant un cigare coûteux, avec des légendes comme « Vie de PDG, protégeant ma paix ». Développant l'empire familial par une délégation consciente et des vibrations positives. L'audace absolue de cela me donnait envie de crier jusqu'à ce que mes poumons lâchent. Il ne déléguait rien. Il se contentait de me refiler son travail. Un misérable jeudi après-midi, j'essayais de résoudre un énorme conflit social, très volatile, avec le syndicat local des dockers. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours entiers. Mon bureau était une petite boîte sans fenêtre, près des quais de chargement, car je devais être proche de l'action. La porte s'est ouverte sans frapper, et Corbin est entré. Il a regardé autour de mon bureau désordonné, fronçant visiblement le nez de dégoût à l'odeur de café éventé, de vieux papiers et d'échappements diesel qui s'accrochaient à ma lourde veste. « Vaughn, mec, tu as l'air absolument terrible », a-t-il dit, s'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte, comme s'il possédait tout le bâtiment. « Tu dégages une énergie vraiment toxique en ce moment. Tu dois vraiment te concentrer sur ton équilibre vie pro-vie perso et établir des limites saines. » J'ai arrêté de taper sur mon clavier et les fusillés du regard, mes yeux brûlants de manque de sommeil. « Corbin, j'ai 30 énormes camions de marchandises immobilisés à cause d'une grève syndicale. Nous perdons des milliers de dollars toutes les heures. Je n'ai pas le temps pour un séminaire de bien-être en ce moment. Qu'est-ce que tu veux exactement ?» Il a soupiré dramatiquement, agissant comme si j'étais celui qui était déraisonnable et agressif. « Papa veut que je prenne officiellement en charge la relation avec le compte Apex. Il pense que nous avons besoin d'une approche beaucoup plus raffinée et consciente de la fidélisation des clients. Alors, j'ai besoin que tu dactylographies toutes tes notes personnelles, tes emails de contact, et les détails de tes relations personnelles pour les dirigeants d'Apex. Mets tout ça dans un joli classeur organisé pour moi d'ici demain matin, afin que je puisse le consulter ce week-end. » J'ai senti une grosse veine palpiter violemment sur mon front. Apex était mon compte.
J'avais construit cette relation de 50 millions de dollars à partir de zéro. Tu veux que je te remette le plus grand client que nous ayons jamais eu, pour que tu puisses les emmener manger des sushis trop chers avec la carte de crédit de l'entreprise, ai-je demandé, ma voix devenant dangereusement basse. Ne sois pas narcissique, Vaughn, a répondu Corbin, d'une voix douce, utilisant son mot à la mode préféré pour dévier les critiques. Nous sommes une équipe collaborative. Tu fais le sale boulot lourd dans la boue, et je fais le travail de mise en réseau visionnaire de haut niveau. Travaille intelligemment, pas dur, petit frère. Il a souri de son faux sourire éclatant et est sorti de la pièce avant que je ne puisse lui lancer ma lourde tasse à café en céramique à la tête. Ce soir-là, lors d'un dîner familial obligatoire du dimanche, j'ai essayé d'aborder le problème avec mes parents de manière logique. Je leur ai explicitement dit que Corbin n'avait absolument aucune idée de la manière dont fonctionnait la complexe chaîne d'approvisionnement d'Apex. Il ne connaissait même pas la différence fondamentale entre une remorque à plateau et une unité réfrigérée. S'il parlait aux dirigeants d'Apex, il saurait immédiatement qu'il était un amateur. Ma mère, Daphné, s'est immédiatement précipitée à sa défense, posant sa main manucurée délicatement sur celle de Corbin. Vaughn, s'il te plaît, arrête d'être si combatif et jaloux. Ton frère a un master en communication. Il a une vraie vision. Tu es merveilleux en logistique, chérie, mais tu manques de savoir-vivre. Tu dois être un bon frère et le soutenir. Mon père a hoché la tête en signe d'accord sévère, coupant agressivement son steak saignant. Corbin a raison, Vaughn. L'industrie logistique évolue rapidement. Nous avons besoin d'un beau visage d'entreprise pour courtiser et divertir ses dirigeants. Donne-lui simplement les dossiers d'ici demain. Ne fais pas de cela une compétition enfantine. J'ai ravalé la bile amère qui montait dans ma gorge. J'ai baissé les yeux sur mes propres mains posées sur la table. Mes jointures étaient marquées en permanence, mes ongles à jamais tachés de graisse sombre. J'avais 32 ans. La grande promesse de reprendre l'entreprise était censée se réaliser cette année même. Je me suis silencieusement dit de tenir encore un peu. J'ai bêtement pensé que je n'avais qu'à survivre au colossal voyage d'ego de Corbin, jusqu'à ce que mon père se retire enfin officiellement. Ma patience était sur le point d'atteindre sa limite absolue. Mais je n'avais aucune idée que mes propres parents avaient déjà planifié le coup fatal ultime à tout mon avenir. Avez-vous déjà ressenti le moment exact où votre vision du monde entier se brise en 1 million de morceaux? C'était un vendredi après-midi sombre, glacial et pluvieux. Le genre exact de journée morne où le froid humide s'infiltre à travers vos vêtements et jusque dans vos os. Le serveur opérationnel principal du centre de répartition est soudainement tombé en panne, plongeant tout notre complexe programme de routage dans le chaos total. Je courais désespérément entre différents départements, essayant de rétablir manuellement les lignes de communication entre nos chauffeurs bloqués et l'entrepôt principal. J'avais urgemment besoin d'un ensemble spécifique de numéros de police d'assurance commerciale pour autoriser un réacheminement dangereux à travers un comté montagneux restreint. Je me suis précipité dans le département de comptabilité d'entreprise. Il était complètement désert. La plupart du personnel administratif était déjà parti tôt pour le week-end afin d'éviter la tempête imminente. Je suis allé directement dans le bureau vitré de Juno, notre chef comptable. Juno est une femme douce et discrète de 55 ans, qui travaille loyalement pour mon père depuis que j'étais un petit enfant jouant avec des camions jouets moulés sous pression dans le hall d'entrée. Elle n'était pas à son bureau, mais son lourd classeur métallique était légèrement entrouvert et déverrouillé. J'ai commencé à feuilleter frénétiquement les épais dossiers cartonnés dans le tiroir du haut, cherchant désespérément le classeur d'assurance rouge. Mes doigts gelés ont effleuré une enveloppe épaisse, lourdement scellée. Elle portait clairement, dans le coin supérieur droit, le logo officiel en relief doré du coûteux cabinet d'avocats de mon père. Écrit en marqueur noir gras et agressif sur le devant, il y avait les mots « Restructuration de la propriété ». Hautement confidentiel. Chaque partie logique de mon cerveau me disait de refermer le tiroir. J'aurais dû simplement partir et me concentrer sur les camions bloqués. Mais quelque chose de profond, de sombre et de primaire à l'intérieur de mes entrailles. Un instinct bâti sur 15 ans à être constamment mis à l'écart et à qui l'on a menti, m'a hurlé de regarder à l'intérieur. Mes mains tremblaient visiblement alors que je sortais la lourde enveloppe du tiroir et défaisais soigneusement le fermoir en laiton. J'ai sorti une épaisse pile de documents juridiques denses et lourds. J'ai rapidement parcouru le jargon juridique standard, tournant les pages nettes rapidement jusqu'à atteindre la page 3. Le résumé de la distribution des capitaux propres de l'entreprise. J'ai cessé de respirer.
L'air piégé dans mes poumons a soudainement semblé être du plomb solide. Les mots noirs imprimés sur le papier blanc se sont brouillés pendant une terrible seconde avant de retrouver une clarté terrifiante, à couper le souffle. Distribution des capitaux propres de l'entreprise. Thatcher Fleet Logistique. Corbin Thatcher 90%. Thatcher 5%. Daphné 5%. J'ai parcouru frénétiquement le reste de la page. J'ai agressément tourné à la page 4. Page 5. J'ai désespérément cherché mon nom. Vaughan. J'ai cherché n'importe quoi. Un seul point de pourcentage, une petite fraction, une clause cachée dans les petits caractères. Rien. J'étais complètement effacé du document. Je possédais exactement 0% de l'énorme empire logistique que j'avais sacrifié toute ma jeunesse, ma santé et mon bonheur à construire. Et puis mes yeux se sont précipités vers le bas, et j'ai vu la date officielle de la notarisation estampillée en bas, à côté de leur signature cursive. Toute la restructuration avait été secrètement finalisée, signée et légalement notariée, il y a 6 mois entiers. La semaine exacte où Corbin était rentré à la maison. Une vague de nausées intense et paralysante m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Mon ulcère endommagé a violemment remué, et un bruit aigu et fort de tintement a commencé à retentir dans mes oreilles, couvrant le son de la pluie frappant la fenêtre. L'air dans la pièce est soudainement devenu trop rare pour respirer. Il l'avait réellement fait. Pendant que je travaillais des semaines de 80 heures dans la boue glaciale, négociant des contrats d'entreprise à enjeux élevés et sacrifiant ma santé physique, ils avaient secrètement remis toute l'entreprise à l'enfant gâté et inutile. Ils m'avaient traité exactement comme une mule louée et sans cervelle. Tirant une lourde charrue jusqu'à ce que vous tombiez raide mort, juste pour que votre frère paresseux puisse rouler confortablement dans le carrosse royal. Un halètement aigu et terrifié a instantanément brisé le lourd silence de la pièce. Je me suis retourné si vite que j'ai failli perdre l'équilibre. Junot se tenait figé dans l'embrasure de la porte, tenant une tasse à café en céramique, lorsque ses yeux se sont posés sur les documents juridiques hautement confidentiels dans ma main. Toute la couleur a instantanément disparu de son visage ridé. Ses mains ont tremblé si violemment que la tasse a glissé de ses doigts, se brisant bruyamment sur le tapis de bureau bon marché, répandant partout un liquide brun foncé. « Vaughan » a-t-elle murmuré, sa voix tremblant d'une terreur absolue et d'une profonde pitié. Je l'ai regardé lentement, tenant le lourd document en l'air. Depuis quand? Ma voix ne semblait même pas humaine. C'était un murmure creux, rauque, mécanique. Depuis quand es-tu au courant de ça, Junot? Des larmes ont immédiatement coulé sur ses joues. Elle a rapidement couvert sa bouche de ses 2 mains tremblantes. 6 mois, a-t-elle sangloté de manière incontrôlable. Depuis la semaine exacte où il est revenu de Californie. Oh mon Dieu, Vaughan, je voulais te le dire. Je le jure devant Dieu, je l'ai fait. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Mais Monsieur Thatcher, ton père, il me l'a strictement interdit. Il a menacé de me renvoyer et de me prendre ma retraite. Pourquoi, ai-je demandé, sentant une sensation froide, morte, vide se répandre rapidement au centre de ma poitrine. Junot a baissé les yeux vers les morceaux brisés de la tasse sur le sol. Il a dit, tu ne comprendrais pas la nouvelle vision d'entreprise. Il a dit, tu étais un soldat brillant et travailleur, mais Corbin était destiné à être le général. Il a dit, tu n'étais qu'un employé, Vaughan. Et ce n'était pas l'affaire d'un employé, juste d'un employé. 15 ans de vacances manquées, de relations amoureuses ruinées et de visites stressantes aux urgences, réduit entièrement à juste un employé. La trahison était si absolue, si profondément cruelle et calculée qu'elle a complètement transcendé la colère normale. C'était un assassinat total de mon identité entière. J'ai replacé les documents très soigneusement dans l'épaisse enveloppe. J'ai posé l'enveloppe parfaitement droite sur le bureau désordonné de Junot. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai passé devant la femme en pleurs sans dire un seul mot de plus. Que se passe-t-il pour un homme quand la seule chose pour laquelle il a vécu s'avère être une énorme blague cruelle? Je suis sorti, complètement engourdi, du bâtiment de l'entreprise et je suis monté dans ma camionnette robuste. La pluie verglaçante tombait maintenant en nappes agressives et aveuglantes, martelant bruyamment le pare-brise en verre. J'ai démarré le moteur puissant, passé la marche avant et je suis parti à toute vitesse du parc industriel. Je n'avais absolument aucune destination en tête. Je devais juste m'éloigner de ce bâtiment avant de le réduire en cendres.
Ma vision était complètement brouillée par des larmes chaudes et en colère, d'une rage pure et non adultérée. J'ai serré le volant en cuir si incroyablement fort que mes jointures sont devenues d'un blanc pur. Mes ongles mordaient douloureusement le matériau. J'étouffais sous le poids écrasant de tout cela. Les années interminables de mensonges. Les faux sourires condescendants lors des dîners du dimanche. La façon dont ma mère me disait constamment de soutenir mon frère tout en signant secrètement mon avenir. Il savait. Chaque fois que mon père me tapait lourdement dans le dos et me disait fièrement que j'étais son pilier, il savait qu'il m'avait déjà planté un couteau droit dans la colonne vertébrale. J'ai fusionné agressivement sur l'autoroute inter-État, appuyant lourdement sur l'accélérateur jusqu'au plancher. Le compteur de vitesse lumineux montait rapidement, 112, 128, 144 km/h. Un énorme semi-remorque à 18 roues a soudainement dévié aveuglément dans ma voie, soulevant un mur aveuglant et terrifiant d'eau de pluie sale. Pendant une fraction de seconde, une pensée très sombre et incroyablement intrusive a traversé mon esprit épuisé. Je pourrais juste lâcher le volant. Je pourrais juste fermer les yeux, dériver dans la barrière de béton solide et laisser le métal tordu m'écraser. Ce serait tellement plus facile que d'affronter l'horrible réalité que toute mon existence n'était qu'une chute à une blague dont je ne savais pas faire partie. Mais ensuite, une voix complètement différente, beaucoup plus forte, a traversé brusquement l'obscurité environnante. J'ai violemment appuyé sur les freins. Le camion lourd a légèrement aquaplané sur l'asphalte glissant avant que je ne le ramène agressivement sur l'accotement de gravier de l'autoroute. J'ai claqué le levier de vitesse sur « Parc », me serrant la poitrine, essayant désespérément de forcer l'air froid dans mes poumons brûlants. J'ai attrapé mon téléphone portable de mes mains tremblantes et j'ai fait défiler rapidement mes contacts jusqu'à trouver le nom d'Evandé. Evandé était mon vieux professeur d'université coriace, un vétéran endurci de 65 ans de l'industrie impitoyable de la logistique, qui était devenu mon mentor officieux et de confiance au fil des ans. C'était la seule personne au monde qui avait jamais vraiment reconnu mon potentiel brut sans vouloir m'exploiter pour cela. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Vaughn, il est tard, un vendredi. Y a-t-il une crise massive au port? A demandé sa voix profonde et rocailleuse à travers le haut-parleur. Ils le lui ont donné, et Vendée, ai-je étouffé, les larmes chaudes débordant finalement sur mes joues. 90%. Ils ont tout donné à Corbin il y a 6 mois, dans mon dos. Je n'ai rien. Je ne suis absolument rien pour eux. Il y a eu un très long, très lourd silence à l'autre bout de la ligne. Je m'attendais pleinement à ce qu'il offre une douce sympathie. Je m'attendais à ce qu'il me dise à quel point il était désolé que ma famille ait ruiné ma vie. Au lieu de cela, la voix des Vendée a claqué comme un coup de fouet sec dans la cabine silencieuse de mon camion. Vas-tu rester là, sur le bord de la route, et pleurer comme une victime pathétique, Vaughn? J'ai cligné des yeux, sincèrement choqué par son ton incroyablement dur. Quoi? J'ai demandé si tu allais pleurer, a aboyé Vendée bruyamment. Ils t'ont utilisé. Ils t'ont complètement vidé de ta substance. Ton père est un imbécile aveugle et ton frère est un parasite inutile. Mais toi, Vaughn, tu es le moteur de cette entreprise. Tu es l'architecte. As-tu oublié qui détient réellement le vrai pouvoir dans ce bâtiment? Je ne détiens rien, ai-je murmuré amèrement, en m'essuyant le visage. Je ne possède pas une seule action de l'entreprise. Les actions ne sont que des morceaux de papier sans valeur, a rétorqué Vendée en criant. Qui détient réellement les relations clients? Qui détient les codes de répartition principaux? Qui a passé 2 ans à construire ce foutu logiciel V-Grid qui gère chaque camion de toute leur flotte? Ne me dis pas que tu as oublié. Mon souffle s'est instantanément coupé dans ma gorge. Le logiciel V-Grid. Écoute-moi très attentivement, a dit Vendée, sa voix tombant à un grognement bas, intense, dangereux. Tu n'es pas une victime, à moins que tu ne choisisses activement de l'être. S'ils veulent te traiter comme un chien de la casse, alors tu leur montres exactement ce qui se passe quand le chien mord la main qui l'affame. S'ils veulent te mordre, Vaughn, tu leur casses les dents. Les larmes se sont immédiatement arrêtées. Une vague soudaine et terrifiante de clarté froide absolue a envahi mon cerveau. Le fils émotif, blessé, désespéré et mort dans ce camion, sur le bord de l'autoroute. Le génie logistique froid, calculateur et impitoyable s'est réveillé. Et Vendée avait absolument raison. J'étais l'architecte. J'ai remercié Vendée sincèrement, j'ai raccroché le téléphone et je me suis essuyé le visage.
J'ai vérifié mes rétroviseurs et j'ai réintégré l'autoroute en toute sécurité. Je n'allais pas leur crier dessus. Je n'allais pas faire une crise de colère inutile. J'allais systématiquement, brutalement démanteler leur monde entier. Comment détruire un empire que vous avez bâti de vos propres mains? Vous éteignez simplement les lumières. Ce week-end est instantanément devenu une leçon magistrale d'exécution silencieuse et létale. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai complètement ignoré 2 SMS urgents de Corbin me demandant de résumer un rapport financier complexe pour lui, afin qu'il puisse prétendre l'avoir écrit. Je me suis assis tranquillement au petit bureau de mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel et j'ai commencé à construire une guillotine numérique. Mon arme secrète absolue était le logiciel VGrid. Il y a 7 ans, lorsque mon père a jeté avec arrogance ma proposition à la poubelle et a refusé catégoriquement de financer le développement, il a commis, sans le savoir, la plus grande et la plus dévastatrice erreur de toute sa vie. Parce qu'il a refusé d'investir un seul sou. J'ai payé l'hébergement coûteux des serveurs de ma propre poche. J'ai officiellement enregistré la propriété intellectuelle, le code source et le droit d'auteur sous une société à responsabilité limitée distincte, entièrement indépendante, appelée VTEC LLC, dont je suis l'unique propriétaire à 100%. Thatcher Fleet Logistique utilisait mon logiciel pour gérer ses 300 camions, expédier ses chauffeurs et développer ses clients d'entreprises massives depuis des années. Mais il le faisait sur un accord de licence verbale et fragile. Mon père était trop analphabète sur le plan technologique et arrogant pour comprendre comment fonctionnait réellement la propriété des logiciels, et il n'a jamais impliqué les avocats d'entreprise parce qu'il supposait simplement que j'étais son fils loyal. Stupide et obéissant qui n'oserait jamais le questionner. Je me suis connecté en profondeur au tableau de bord de l'administrateur principal. Avec quelques frappes rapides, j'ai officiellement révoqué l'accès de Thatcher Fleet Enterprise. Je ne l'ai pas arrêté immédiatement. Faire cela leur aurait donné trop de temps pour réagir et engager une entreprise informatique pendant le week-end. Au lieu de cela, j'ai écrit un script automatisé simple et incroyablement malveillant, une bombe à retardement numérique. À exactement 8 heures du matin le lundi, l'ensemble du système les verrouillerait violemment. Pas d'écran de répartition, pas de suivi GPS, pas de portail de facturation client. Les écrans afficheraient juste une erreur rouge éclatante, accès refusé. À 2 heures du matin le dimanche, j'ai conduit mon camion tranquillement jusqu'au parc industriel. L'énorme parking était complètement vide, à l'exception du gardien de sécurité fatigué à l'entrée, qui m'a juste fait signe de passer. Totalement habitué à mes heures folles et imprévisibles. Je suis entré lentement dans mon bureau exigu et sans fenêtre. C'était parfaitement, étrangement silencieux. J'ai attrapé une grande boîte en carton et j'ai commencé à remballer ma vie. Je n'ai pris aucun bien de l'entreprise. J'ai pris la photographie encadrée de moi-même, debout fièrement à côté du premier semi-remorque à 18 roues que j'avais réussi à expédier. J'ai pris ma tasse à café en céramique tachée. J'ai pris les Golden Industry Awards qui n'avaient que mon nom spécifique gravé dessus. J'ai complètement effacé mon disque dur personnel, le réinitialisant aux paramètres d'usine. J'ai désinstallé chaque raccourci personnalisé et chaque macro automatisé que j'avais construit sur l'ordinateur de bureau au fil des ans. J'ai laissé le bureau exactement aussi nu, froid et sans vie que le jour même où j'y suis entré, il y a 15 ans. J'ai laissé mon smartphone d'entreprise parfaitement au centre du bureau, entièrement chargé, juste à côté de mon badge de sécurité en plastique. Je n'ai gardé qu'une seule chose, les lourdes clés maîtresses en acier de l'établissement. Au lever du soleil, la bombe était entièrement armée et tic-taquait silencieusement en arrière-plan. Je suis retourné à mon appartement, j'ai pris une longue douche brûlante, et j'ai enfilé une chemise neuve, blanche et impeccable, ainsi qu'un blazer foncé et coûteux. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Mes yeux étaient totalement froids. Ma mâchoire était serrée. J'ai vaporisé un peu de coûteuse eau de Cologne. Ce soir, c'était le dîner familial traditionnel sacré du dimanche. Ce soir, mon père allait fièrement découper un rôti de bœuf. Ma mère allait verser du vin rouge coûteux, et mon frère allait rester assis là, faisant semblant d'être le roi absolu du monde. Ce soir, j'allais les laisser célébrer leur dégoûtante trahison, jusqu'à la toute dernière seconde agonisante. J'ai attrapé les clés maîtresses, les faisant rebondir légèrement dans la paume de ma main. Le métal lourd avait exactement le goût de la justice. Je suis sorti et j'ai conduit en douceur vers les banlieues riches. Il était temps de dégoupiller la grenade et d'observer l'explosion.
Si mon histoire vous a captivé jusqu'à présent et que vous savez exactement à quel point il est satisfaisant de finalement tenir tête aux membres toxiques de sa famille, veuillez soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et laissez un commentaire ci-dessous, en me disant de quelle ville, État ou pays vous nous regardez en ce moment. Chaque j'aime et chaque commentaire nous aide à partager ces histoires puissantes de justice avec plus de personnes qui ont vraiment besoin de les entendre. La lourde porte d'entrée en chêne du vaste manoir de banlieue de mes parents s'est ouverte, révélant la lueur chaude et accueillante du lustre en cristal dans le grand foyer. Je suis entré, enlevant mon manteau mouillé. L'air était épais de l'odeur riche et alléchante du célèbre filet de bœuf rôti à l'ail de ma mère et des pommes de terre au four. De l'extérieur, quiconque regardait à travers les grandes baies vitrées penserait que nous étions l'image absolue d'une famille américaine parfaite et réussie, réunie pour notre tradition sacrée du dimanche. Il verrait les œuvres d'art coûteuses sur les murs, la cheminée crépitante et la table à manger parfaitement dressée avec de la porcelaine fine et de l'argent poli. Il ne verrait pas le venin qui coulait sous la surface. Je suis entré dans la salle à manger formelle, les mains profondément enfouies dans mes poches, sentant l'acier froid et lourd des clés maîtresses de l'établissement reposer contre ma jambe. Mon père, Thatcher, était déjà assis au bout de la table, portant un polo impeccable, se versant un verre généreux d'un vin rouge millésimé très cher. Ma mère, Daphné, papillonnait dans la pièce, arrangeant les plateaux de service en argent avec une énergie presque maniaque. Et puis il y avait Corbin. Il était assis en face de ma place habituelle, portant un pull en cachemire ajusté qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, tapant frénétiquement sur son smartphone dernier modèle comme s'il menait des affaires internationales très importantes. « Vaughn, mon chéri, tu es enfin là » a gazouillé ma mère, me donnant une accolade rapide et vide, qui ressemblait plus à une formalité qu'à une preuve d'affection réelle. « Assieds-toi. Assieds-toi. » La nourriture refroidit. Je me suis assis en silence complet. Je ne les ai pas salués. J'ai simplement tiré ma chaise, me suis assis et me suis versé un grand verre d'eau glacée. Le manque total d'émotion sur mon visage devait être perceptible, mais ils étaient tous bien trop absorbés par leur propre ego pour prêter une réelle attention au bourreau de travail. Alors que ma mère commençait à découper les rôtis de bœuf, Thatcher a levé son verre de vin en l'air, un sourire massif et fier se répandant sur son visage vieillissant. Il a regardé directement mon frère. « Je veux porter un toast rapide » a tonné Thatcher, sa voix résonnant dans la grande pièce. À Corbin. J'examinais les rapports financiers préliminaires du 3e trimestre ce matin. Les revenus sont absolument exceptionnels. Votre travail brillant de refonte complète de notre image d'entreprise et de modernisation de notre stratégie porte déjà ses fruits massivement. Vous faites passer Thatcher Fleet au niveau supérieur, mon fils. Je suis incroyablement fier de vous. J'ai arrêté de respirer pendant une fraction de seconde. J'ai lentement pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée, laissant le liquide glacé recouvrir ma gorge sèche. L'audace pure et non adultérée de ces mots était physiquement écœurante. Corbin n'avait absolument rien à voir avec les revenus du 3e trimestre. Chaque dollar de ce profit provenait directement du contrat épuisant de 50 millions de dollars avec Apex que j'avais négocié, en dormant 3 heures et en me rongeant l'estomac. Corbin ne connaissait même pas les noms des dirigeants d'Apex. Corbin a souri chaleureusement, levant son propre verre pour le faire teinter contre celui de mon père. « Merci, papa » a-t-il dit d'une voix douce, utilisant son ton incroyablement faux et humble. Cela a été beaucoup de nuits tardives et de matins tôt, mais construire une culture d'entreprise modernisée et consciente est un marathon, pas un sprint. Nous ne faisons que commencer. Ma mère rayonnait de fierté, servant agressivement des pommes de terre dans l'assiette de Corbin. « Tu travailles si incroyablement dur, chérie. Tu dois t'assurer de ne pas t'épuiser. » Je restais assis là, fixant mon assiette vide, mon visage étant un masque de pierre absolu. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés nourrir leurs énormes illusions. Puis Corbin a tourné son attention vers moi. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table coûteuse, me regardant avec une expression profondément condescendante. « En fait, Vaughn, je suis vraiment content que tu sois là ce soir. Je voulais te donner un aperçu de la semaine prochaine. Je vais officiellement prendre en charge les communications quotidiennes avec l'équipe Apex. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un niveau d'engagement stratégique plus élevé. Donc, à partir de demain, j'ai juste besoin que tu gères l'expédition au niveau du sol pour leurs fret spécifiques. Assure-toi que les camions sont propres, que les chauffeurs sont à l'heure, et laisse-moi simplement gérer les négociations à grande échelle.
Je demanderai à mon assistant de t'envoyer par email une liste des nouveaux protocoles. Il me traitait comme un garçon de course glorifié. Il me donnait nonchalamment l'ordre de laver les camions pendant qu'il volait le mérite de l'empire que j'avais bâti de mes propres mains nues. J'ai regardé ses cheveux parfaitement coiffés. J'ai regardé le visage souriant de ma mère. J'ai regardé le hochement de tête approbateur de mon père. Ils étaient entièrement convaincus que je baisserais simplement la tête, dirais oui, monsieur, et retournerais dans les gares de triage boueuses où ils croyaient vraiment que j'appartenais. J'ai plongé la main dans la poche de mon blazer, mes doigts ont effleuré l'épaisse pile pliée de documents juridiques photocopiés. J'ai pris une profonde inspiration. Le temps d'être le soldat loyal et silencieux était officiellement révolu. Je crains que cela ne fonctionne pas pour moi, Corbin, ai-je dit doucement, ma voix tranchant l'atmosphère chaleureuse de la conversation dans la salle à manger comme un couteau glacé. La table est devenue complètement silencieuse. Ma mère s'est figée, la cuillère de service suspendue en l'air. Thatcher a abaissé son verre de vin, ses épais sourcils se rejoignant dans un profond froncement de sourcils avertisseurs. Corbin a même ri, un son bref et arrogant. « Comment ça ne va pas marcher ?» a demandé Corbin, secouant la tête. « Vaughn, ne sois pas difficile. C'est une directive d'entreprise directe. Nous sommes en train de restructurer le flux de travail. » Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié. J'ai lentement sorti la pile de papier plié de ma poche intérieure et les ai jetés nonchalamment au centre de la table, juste à côté de la coûteuse saucière en argent. Je sais exactement ce que vous êtes en train de restructurer, ai-je dit, en me penchant en arrière sur ma chaise et en croisant les bras sur ma poitrine. J'ai trouvé les documents juridiques dans le bureau de Junot, vendredi après-midi. Pendant 3 secondes angoissantes, personne n'a bougé. Puis Thatcher s'est penché en avant et a regardé la première page des documents photocopiés. C'était la page spécifique montrant la répartition des capitaux propres, Corbin Thatcher, 90%. La couleur a déserté le visage de mon père si vite qu'il a semblé être sur le point de faire une crise cardiaque. La lourde fourchette en argent a glissé de ses doigts épais et a heurté l'assiette en porcelaine avec un claquement fort et sec. Ma mère a poussé un petit halètement aigu et a porté ses 2 mains à sa bouche, ses yeux passant frénétiquement de moi à mon père. Le sourire faux et confiant de Corbin a complètement disparu. Il ressemblait soudain à un petit garçon terrifié. Il a bégayé, sa voix se brisant. Tu es allé dans le bureau de la comptabilité. Tu as délibérément fouillé dans des dossiers d'entreprise confidentiels. Tu essaies vraiment de me réprimander pour avoir ouvert un classeur, Corbin, ai-je demandé, un sourire froid et sombre s'installant enfin sur mon visage. Tu as secrètement volé 90% de l'entreprise que j'ai bâtie de mon propre sang pendant 15 ans, et tu es en colère parce que j'ai lu un morceau de papier. Thatcher a frappé la table du poing, faisant sauter les verres de vin. Vaughn, calme-toi tout de suite, a-t-il beuglé, essayant de retrouver sa position traditionnelle d'autorité absolue. Tu ne comprends pas les complexités de la succession d'entreprises. Nous allions nous asseoir et t'expliquer tout cela quand le moment serait venu. Quand, exactement, était le bon moment, papa, ai-je rétorqué, ma voix montant finalement d'une fraction, les 15 ans de colère refoulée s'infiltrant dans mon ton. Quand j'étais étendu mort dans un lit d'hôpital à cause d'un ulcère dû au stress, quand Corbin a inévitablement fait s'écraser l'entreprise et avait besoin que je le sorte de là. Tu as fait ça il y a 6 mois. Tu m'as regardé dans les yeux chaque jour pendant un semestre et tu m'as menti en face. Ma mère a tendu la main sur la table, des larmes se formant dans ses yeux. Vaughn, essaie de comprendre, s'il te plaît. Corbin a eu tellement de mal à trouver sa place dans le monde. Il a désespérément besoin de stabilité. Toi. Tu es si fort, Vaughn. Tu es si capable. Tu t'en sortiras toujours, quoi que tu fasses. Nous voulions juste nous assurer que ton frère était en sécurité. J'ai regardé ma mère avec un dégoût absolu. Donc, vous m'avez puni pour être compétent. Vous l'avez récompensé pour être un échec pathétique en lui donnant l'empire que j'ai sacrifié toute ma jeunesse à bâtir. Corbin s'est soudainement levé. Son visage rougissant de honte et de colère soudaine. Je suis le fils aîné. Je suis l'héritier légitime de cette famille. Tu n'es qu'un mécanicien qui s'est crié sur les chauffeurs de camions. Vaughn, arrête de faire comme si tu étais le génie derrière cette entière opération. Tu travailles pour moi maintenant. Tu comprends? Tu travailles pour moi. J'ai regardé son visage rouge de colère. J'ai regardé l'incroyable délire qui brillait dans ses yeux.
Je n'ai pas argumenté avec lui. Je n'ai pas essayé de le convaincre de ma valeur. Je me suis simplement levé, dominant la table à manger. J'ai plongé la main dans ma poche de pantalon, j'en ai sorti les lourdes clés maîtresses en acier de l'ensemble de l'installation Thatcher-Fleet, et je les ai laissées tomber directement sur son assiette vide. Félicitations pour ton immense empire, directeur de la stratégie, ai-je dit, ma voix dangereusement calme et terrifiante. Je démissionne officiellement avec effet immédiat. Et, au fait, Corbin, le système Apex a actuellement 40 conteneurs lourds complètement bloqués au terminal de Southport à cause d'une énorme erreur de routage logistique. Il commence à facturer des frais de retard à minuit. Bonne chance pour résoudre ça avec tes vibrations positives. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger. J'ai attrapé mon manteau dans le foyer, ignorant ma mère qui sanglotait mon nom et mon père qui me criait de revenir. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée, suis sorti dans l'air froid de la nuit et je suis parti. Le premier lundi matin de ma nouvelle vie fut étrangement et magnifiquement silencieux. Pendant les 15 dernières années, mon réveil m'avait violemment tiré du sommeil à 4 heures du matin. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de réveil. Je me suis réveillé naturellement à 8 heures, la lumière vive du soleil matinal filtrant doucement à travers les stores de mon petit appartement. Je me suis étiré, ressentant une étrange absence de l'anxiété lourde et écrasante qui reposait habituellement fermement sur ma poitrine. Je suis entré dans la cuisine, vêtu d'un pantalon de survêtement confortable, et j'ai pris mon temps pour préparer une cafetière de café torréfié foncé et coûteux. Je me suis assis sur le canapé de mon salon, j'ai allumé les informations du matin à faible volume et j'ai pris mon smartphone personnel sur la table basse. C'était une zone de guerre absolument glorieuse. Mon écran était complètement rempli de notifications. J'avais exactement 150 appels manqués. Il y avait des SMS frénétiques de mon père, des messages vocaux désespérés de Corbin et un flot de mails paniqués de divers chefs de département chez Thatcher-Fleet. J'ai pris une lente gorgée de mon café chaud et j'ai souri. À exactement 8 heures du matin, comme je l'avais méticuleusement programmé, la bombe à retardement du logiciel VGrid avait explosé. Je pouvais parfaitement imaginer la scène absolue de chaos total se déroulant au parc industriel. Les énormes écrans de répartition du rez-de-chaussée clignoteraient, affichant une gigantesque erreur rouge, accès refusé. Le suivi GPS pour les 300 camions était complètement hors ligne. Les chauffeurs sur les autoroutes n'avaient aucune idée de leur destination de livraison. Le système de facturation automatisé était complètement figé. Corbin, le brillant directeur de la stratégie, n'avait pas le mot de passe administrateur principal. Il ne connaissait même pas le langage de programmation de base sur lequel le système était construit. Il ne pouvait pas simplement appeler le technicien informatique, car j'étais le technicien informatique. Sans le logiciel VGrid, l'entreprise de logistique de plusieurs millions de dollars était instantanément réduite à un groupe désorganisé d'hommes confus, debout sur un parking. J'ai cliqué sur un message vocal de Corbin. Sa voix était stridente, complètement dépouillée de son habituel jargon pseudo-thérapeutique arrogant. Vaughn, réponds à ce foutu téléphone. Tout le système est en panne. Je ne peux pas me connecter au portail de routage Apex. Les dockers me hurlent dessus. Papa perd la tête. Rappelle-moi immédiatement. Ce n'est pas une blague. J'ai supprimé le message vocal d'un rapide glissement de mon pouce. 1 heure plus tard, vers 10 heures du matin, mon téléphone a recommencé à vibrer. Cette fois, je ne reconnaissais pas le numéro. C'était une ligne d'entreprise sécurisée d'un autre État. J'ai hésité un instant, puis j'ai appuyé sur le bouton vert et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Vaughn à l'appareil, ai-je dit calmement. Vaughn, qu'est-ce qui se passe là-bas, bon sang ? A demandé une voix profonde et puissante. C'était Richard Mercer, le PDG de 50 ans d'Apex Corporation. C'était l'homme qui avait personnellement signé le contrat de 50 millions de dollars avec moi. Il était réputé pour être un homme d'affaires impitoyable et pragmatique, qui ne tolérait pas les excuses. Bonjour, monsieur Mercer, ai-je répondu poliment. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Ne joue pas avec moi, mon garçon, a aboyé Mercer. Je viens de raccrocher avec ton père. L'homme hyperventilait pratiquement. Il baragouinait des balivernes complètes sur une panne temporaire de serveur et m'a dit que son autre fils, un certain Corbin, reprenait mon compte. J'ai demandé à te parler et ton père a esquivé la question. Je te le demande directement, as-tu quitté l'entreprise ? Je me suis penché en arrière sur mon canapé, regardant par la fenêtre le ciel bleu clair.
Oui, monsieur Mercey. J'ai découvert des divergences irréconciliables concernant la structure de propriété de l'entreprise familiale. J'ai formellement démissionné hier soir. Il y eut un lourd soupir à l'autre bout du fil. Je le savais, a grogné Mercey. Écoutez-moi, Vaughn. Je n'ai pas signé ce contrat massif avec Thatcher Fleet. Je me fiche de l'héritage de votre père, et je me fiche certainement d'un type nommé Corbin. J'ai signé ce contrat avec vous. Je vous fais confiance. Vous êtes la seule personne qui comprend les exigences complexes de ma chaîne d'approvisionnement. J'apprécie, monsieur, ai-je dit. Je n'appelle pas pour vous faire des compliments, a rétorqué Mercey agressivement. J'appelle pour vous donner un avertissement. J'ai 40 conteneurs lourds remplis d'équipements électroniques très sensibles qui pourrissent au terminal de Southport en ce moment. Si ces conteneurs ne bougent pas d'ici demain matin, j'invoque la clause pénale et je retire l'intégralité du contrat de 50 millions de dollars. Je ruinerai complètement Thatcher Fleet. Comprenez-vous? Je comprends parfaitement, monsieur Mercey, ai-je dit, un sourire sincère se formant sur mon visage. Mais ce n'est plus mon problème à résoudre. Peut-être que ça devrait l'être, a dit Mercey de manière critique avant de raccrocher. J'ai posé le téléphone. Il pensait que me perdre signifiait juste perdre un employé travailleur. Il n'avait absolument aucune idée que j'étais sorti en emportant le cerveau entier de leur empire dans ma poche. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire et que vous aimez voir cette famille arrogante enfin recevoir ce qu'elle mérite, laissez les mots « bien fait » dans les commentaires ci-dessous. C'est un petit badge d'honneur qui montre que vous êtes un vrai fan de la chaîne, et je vais personnellement aimer et répondre à chaque commentaire qui inclut « bien fait ». Revenons à la destruction absolue. Mercredi soir, le grand empire logistique de Thatcher Fleet saignait de samples et massifs différentes. Le logiciel V-Grid était toujours complètement verrouillé. Apex Corporation menaçait activement d'un procès massif. Mon téléphone personnel était devenu un cimetière de supplications désespérées. J'avais reçu 3 longs messages textes incroyablement méchants de mon oncle Gideon, un homme qui n'avait jamais travaillé un jour dans l'industrie logistique, mais qui se sentait en droit d'avoir une opinion. Il m'a traité de traître, de fils ingrat et m'a accusé d'essayer d'assassiner l'héritage de mon propre grand-père. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bloqué son numéro. Les singes volants ne valent jamais l'énergie qu'il faut pour les chasser. À exactement 7 heures du soir le mercredi, des coups forts et désespérés ont retenti à la porte d'entrée de mon petit appartement. J'ai posé mon livre, me suis approché et j'ai regardé par le Judas. C'était Thatcher et Daphné. J'ai déverrouillé le pen dormant, et j'ai lentement ouvert la porte. La vue de mon père m'a en fait choqué pendant une brève seconde. Le géant fier et imposant d'homme qui terrorisait les gares de triage avait complètement disparu. Son costume coûteux était très froissé. Sa cravate était complètement desserrée, et d'énormes cernes violet foncé pendaient sous ses yeux injectés de sang. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en exactement 3 jours. Ma mère se tenait légèrement derrière lui, serrant son coûteux sac à main en cuir comme un bouclier, son visage pâle et maculé de maquillage ruiné. Vaughn, a halté mon père, se frayant pratiquement un chemin dans mon salon sans attendre d'invitation. Dieu merci, tu es là. Je ne leur ai pas offert de siège. Je me suis tenu près du comptoir de la cuisine, les bras croisés. Vous êtes en infraction, papa. Dites ce que vous voulez, ou j'appelle la police. Ma mère a éclaté en sanglots. Vaughn, s'il te plaît. Tu dois arrêter cette folie. Corbin fait une dépression nerveuse complète. Il s'est enfermé dans son bureau et ne veut pas sortir. Les chauffeurs de camions menacent activement une grève violente. L'entreprise est en train de s'effondrer complètement. Tu dois revenir et réparer les ordinateurs. Thatcher s'est avancé, tendant les mains dans un geste désespéré et suppliant. Dis ton prix, Vaughn. Tout ce que tu veux. Je doublerai ton salaire actuel. Non, je te donnerai une augmentation de 50% en plus. Je te donnerai officiellement le titre de directeur général des opérations. Tu auras ton propre bureau d'angle. S'il te plaît, mon fils, reviens au travail et débloque le système de répartition avant que Mercey ne résilie le contrat Apex et nous ruine tous. J'ai regardé l'homme pathétique debout dans mon salon. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours qu'il avait le dessus. Il pensait qu'il pouvait simplement jeter quelques dollars supplémentaires au bourreau de travail, et le bourreau de travail remettrait le lourd harnais. J'ai éclaté d'un rire fort et sincère.
C'était un son froid et dur qui a fait tressaillir ma mère. Vous voulez doubler le salaire d'un homme qui possède 0% de l'entreprise, ai-je demandé d'un ton moqueur. Vous voulez que je sois le directeur général des opérations juste pour que je puisse faire rapport à Corbin, le propriétaire à 90%, pendant qu'il joue au solitaire dans son bureau. Vaughn, ce n'est qu'un bout de papier, a supplié Thatcher, la sueur coulant visiblement sur son front. Corbin est de la famille. Nous sommes de la famille. Non, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure terrifiant et silencieux. Je vais t'expliquer exactement comment fonctionne le monde réel, papa. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti un dossier juridique officiel impeccable. Je l'ai jeté sur la table basse, juste devant eux. Tu te souviens de cette proposition de logiciel que tu as jetée à la poubelle il y a 7 ans? Tu te souviens de m'avoir dit de ne pas jouer aux jeux vidéo? Thatcher a fixé le dossier d'un regard vide. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tout, ai-je répondu calmement. Parce que tu as refusé de le financer, je l'ai construit sur mon temps libre. J'ai payé les serveurs. J'ai enregistré la propriété intellectuelle. Le logiciel VGrid, qui gère toute votre flotte de 300 camions, est légalement la propriété d'une société à responsabilité limitée distincte appelée VTEC LLC. Je suis l'unique propriétaire à 100% de VTEC LLC. Les yeux de mon père se sont écarquillés d'horreur absolue alors que la réalisation le frappait lentement. Tu ne possèdes pas le logiciel, papa. Tu ne l'as jamais possédé, ai-je continué sans pitié. Tu utilisais ma propriété intellectuelle sous une licence verbale gratuite. J'ai officiellement révoqué cette licence dimanche soir. Si tu essaies de pirater mon système, je te ferai arrêter pour crimes cybernétiques fédéraux. De plus, Richard Mercer m'a appelé personnellement. Apex Corporation retire officiellement son contrat de 50 millions de dollars demain matin, et il se prépare à investir 10 millions de dollars directement dans ma LLC pour construire une nouvelle flotte à partir de zéro. Les genoux de mon père ont cédé. Il s'est effondré physiquement sur mon canapé en tissu bon marché, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes. Daphné a poussé un gémissement horrifié. Tu n'as absolument rien à négocier, Thatcher, ai-je dit, le regardant de haut. Tu as donné l'Empire à Corbin, mais je viens de lui enlever toute la fondation. Ton château flotte actuellement dans les airs, et il est sur le point de s'effondrer. Mon père était assis sur mon canapé, complètement brisé, respirant difficilement. Qu'est-ce que tu veux, Vaughn? A-t-il finalement murmuré, sa voix entièrement vaincue. S'il te plaît, dis-moi juste ce qu'il faut pour sauver le travail de ma vie. Je me suis approché et je me suis appuyé lourdement contre le comptoir de la cuisine, le regardant avec une précision absolument glaciale. J'avais passé 15 ans à pratiquer cette négociation exacte dans ma tête. Je savais exactement ce que valait mon sang. J'ai 3 exigences non négociables, ai-je déclaré clairement, ma voix résonnant dans l'appartement silencieux. Exigence numéro 1. Corbin me transfère immédiatement 60% des capitaux propres de l'entreprise. Il en garde 30%. Vous et maman gardez vos 10% combinés. Je deviens l'actionnaire majoritaire incontesté. Ma mère a haleté bruyamment. 60% Vaughn, tu ne peux pas simplement dépouiller ton frère de son avenir comme ça. Je ne le dépouille de rien, ai-je rétorqué. Je reprends ce que j'ai bâti. Exigence numéro 2. Je suis officiellement nommé président du conseil d'administration et directeur général de Thatcher Fleet Logistics. Tu te retireras complètement, papa. Tu pourras conserver un titre consultatif honorifique, mais tu n'auras absolument aucun pouvoir opérationnel. Thatcher a lentement hoché la tête, ses yeux fixant le sol d'un regard vide. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. C'était soit me donner la couronne, soit regarder le royaume entier partir en fumée d'ici vendredi matin. Et exigence numéro 3, ai-je dit, permettant à un sourire véritablement cruel d'effleurer mes lèvres. Corbin est définitivement déchu de son faux titre de directeur de la stratégie. Il sera immédiatement rétrogradé au poste de superviseur de cours de nuit. Il travaillera sous la pluie verglaçante. Il fera 60 heures par semaine et il me rapportera directement. S'il démissionne ou si vous lui donnez secrètement de l'argent pour survivre, je prendrai mon logiciel et le contrat Apex, et je vous laisserai tous en plan. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mon père s'est lentement relevé du canapé. Il avait l'air incroyablement vieux, frêle et entièrement vaincu. Je demanderai aux avocats d'entreprise de rédiger les documents d'ici demain matin,
a-t-il murmuré. Le vendredi après-midi est arrivé exactement comme je l'avais orchestré. L'atmosphère à l'intérieur de la somptueuse salle de conférence, lambrissée d'acajou, du cabinet d'avocat de mon père était lourde et suffocante. Le contraste flagrant entre les parties présentes dans la pièce était pratiquement cinématographique. Je portais un tout nouveau costume gris anthracite, parfaitement ajusté, assis confortablement au bout de l'énorme table en verre, sirotant nonchalamment de l'eau pétillante. Corbin était assis en face de moi. Il avait l'air absolument atroce. Ses vêtements de créateur semblaient avoir été portés pour dormir, ses cheveux étaient un fouillis gras, et ses mains tremblaient physiquement. Il ressemblait exactement à un homme marchant vers sa propre exécution. Thatcher et Daphné étaient assis en silence dans le coin, fixant l'épaisse pile de documents de transfert que l'avocat principal avait posés sur la table. « Signe les documents, Corbin, a dit Thatcher, sa voix plate et éteinte. Corbin m'a regardé, des larmes de pure humiliation s'accumulant dans ses yeux. Il a pris le lourd stylo doré, sa main tremblait si violemment qu'il pouvait à peine le tenir droit. « Tu es un monstre, Vaughn, a-t-il étouffé, sa voix se brisant. Tu me voles tout. Je ne peux pas voler ce que tu n'as jamais gagné, ai-je répondu froidement, sans rompre le contact visuel. Signe le document. Superviseur de nuit. Tu as un quart qui commence à minuit et la boue au terminal de Southport devient profonde. Corbin a laissé échapper un sanglot pathétique et étouffé. Il a appuyé le stylo sur le papier et a signé ses 90%. Il a signé ses faux titres. Il a signé tout son avenir non mérité. Lorsque la dernière signature fut complète, je me suis levé, j'ai boutonné ma veste sur mesure et j'ai pris le contrat principal. L'Empire était enfin légalement mien. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où j'ai légalement pris le trône. La transformation de l'entreprise et de ma propre vie a été tout simplement spectaculaire. Je suis actuellement assis dans l'immense bureau d'angle vitré qui appartenait autrefois à mon père. Je l'ai complètement rénové. Le lourd mobilier en chêne déprimant a disparu, remplacé par de l'acier moderne et des lignes épurées. J'ai officiellement changé le nom de l'entreprise pour Vaughn Logistique, sous mon contrôle absolu. Et avec l'intégration complète du logiciel V-Grid, nos marges bénéficiaires trimestrielles ont grimpé de 40% incroyable. Mais le plus grand changement n'est pas l'argent, c'est le temps. Pendant 15 ans, je me suis épuisé à la tâche. Maintenant, en tant que propriétaire majoritaire absolu et PDG, j'impose strictement une semaine de travail maximale de 45 heures pour moi-même et mon personnel de direction. J'ai acheté une belle maison avec un grand jardin. J'ai adopté un chiot Golden Retriever nommé Diesel. Je sors en rendez-vous maintenant. Mon ulcère d'estomac chronique a complètement guéri parce que je n'avale plus le poison quotidien du manque de respect toxique de ma famille. Je tourne ma chaise de bureau pour regarder l'énorme tableau de moniteur de sécurité haute définition monté sur le mur de mon bureau. Il faisait actuellement 20 degrés à l'extérieur, et un mélange agressif de pluie verglaçante et de neige martelait l'asphalte du principal dépôt de fret. Sur le moniteur numéro 4, j'ai vu une silhouette portant une lourde veste réfléchissante jaune fluo et un casque de chantier, marchant dans la neige fondue glaciale, vérifiant les numéros de série sur une immense rangée de conteneurs de fret réfrigérés. C'était Corbin. Il tenait un presse-papier mouillé, ses épaules courbées contre le vent mordant. Il avait travaillé les quarts de nuit brutaux pendant 6 mois entiers. Il avait l'air misérable, épuisé et complètement brisé. Mes parents, Thatcher et Daphné, visitent occasionnellement le bureau, mais ils ne parlent jamais à tort et à travers. Ils acceptent tranquillement la nouvelle réalité parce qu'ils savent que sans ma brillante direction, leur précieux fonds de retraite s'évaporerait dans l'air. Ils doivent regarder leur enfant gâté souffrir dans la boue glaciale, sachant que leur propre arrogance massive l'y a mis. Je n'ai pas pitié de lui. Je n'ai pitié d'aucun d'entre eux. J'ai passé toute ma jeunesse à chercher désespérément l'approbation chaleureuse et la fierté dans les yeux de mon père. Je voulais qu'ils m'aiment simplement pour qui j'étais, pas seulement pour l'énorme somme d'argent que je pouvais générer pour eux. Mais la vérité brutale est que certaines personnes sont simplement incapables de reconnaître votre valeur tant que vous ne leur retirez pas activement tout ce qui leur tient à cœur. Je ne cherche plus leur validation. Je suis incroyablement fier de moi. J'ai bâti un empire à partir de rien, et quand ils ont essayé de le voler, je l'ai repris avec une précision impitoyable et absolue. La loyauté est un beau concept, mais ce n'est pas un chèque en blanc pour l'abus. Une loyauté aveugle envers une famille qui vous traite comme une ordure n'est pas une vertu morale. C'est un suicide émotionnel lent et douloureux.
Si vous êtes piégé dans l'ombre sombre d'une famille toxique, laissez mon histoire être votre signal d'alarme. Vous détenez beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne veulent vous le faire croire. Arrêtez de tirer la charrue pour des gens qui ne vous donneront jamais une place dans le carrosse. Alors, je vous pose la question finale. Quelques-uns de mes parents éloignés, comme mon ridicule oncle Gideon, parlent toujours dans mon dos. Ils me traitent de monstre au sang-froid pour avoir forcé mon propre frère de chair et de sang à travailler sous la pluie verglaçante, tandis que je suis assis dans un bureau d'angle chauffé. Qu'en pensez-vous? Ai-je franchi une ligne morale et suis-je allé trop loin? Ou ma famille toxique a-t-elle reçu exactement la punition impitoyable qu'elle méritait? Devrais-je pardonner à Corbin et le laisser revenir au bureau de l'entreprise? Veuillez partager vos expériences personnelles et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez trouvé mon parcours vers la justice satisfaisant, veuillez soutenir en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à la chaîne pour plus d'histoires réelles et puissantes de personnes qui ripostent. N'oubliez pas, connaître votre vraie valeur n'est jamais égoïste. C'est votre arme ultime. Restez fort et merci d'avoir regardé.